Bonjour, c'est Marco, donc votre professeur d'économie. Bonjour mes premières pour la dernière partie du chapitre 4 sur le financement des agents économiques. Et aujourd'hui, donc cette dernière vidéo va parler de la politique budgétaire de l'État. Vaste sujet, alors on y va. L'État, donc, c'est un agent économique très particulier, on en a parlé, et donc qui gère son budget, et le budget de l'État, c'est évidemment des sommes colossales par rapport aux autres agents économiques, et donc l'utilisation de son budget lui permet donc d'influencer, on va dire, sur l'économie du pays, et donc il va se servir donc de son budget comme un instrument de sa politique économique, donc pour réguler l'économie et essayer d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, qui sont souvent des objectifs, évidemment, on en a parlé, de croissance d'un côté, de plein emploi en tous les cas, de lutter contre le chômage de l'autre côté, sans avoir trop d'inflation sur un autre plan. Donc on voit que c'est une espèce de quadrature du cercle complexe, et donc l'État mène une politique économique pour essayer d'atteindre donc tous ces objectifs le mieux possible en même temps. Alors, comment peut-il faire? Alors, il peut d'abord utiliser ses dépenses, jouer sur ses dépenses. Donc les dépenses de l'État, on les a vues, donc c'est faire fonctionner donc les infrastructures et tous les services régaliens du pays, mais il a aussi donc un rôle, par exemple, en tant qu'employeur. D'accord. Donc l'État peut décider, par exemple, de recruter des fonctionnaires. Alors pourquoi, vous allez me dire, recruter des fonctionnaires? Il peut recruter des fonctionnaires dans des secteurs où il estime qu'on en manque, je sais pas, l'éducation, l'armée, la police, la santé, que sais-je. Et donc en recrutant des fonctionnaires, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va redistribuer donc des salaires. Et donc ces salaires vont stimuler donc la demande, puisque il y aura de nouveaux salaires. Ces salaires vont aussi donner lieu à des cotisations sociales. Et donc en stimulant la demande, eh bien il espère donc aider l'économie à repartir, donc puisque plus de demande égale plus de consommation, donc plus de bénéfices pour les entreprises, etc. Il peut aussi créer des emplois aidés. Ça lui permet de lutter contre le chômage en ciblant des populations donc qu'il estime prioritaires, par exemple les jeunes, les quartiers défavorisés, que sais-je. Et donc là, il fait d'une pierre deux coups, il sort des gens du chômage, et d'un côté, il relance évidemment encore une fois la demande, tout ça va être des salaires qui vont être versés, mais aussi il fait un travail, on va dire, de cohésion sociale, puisqu'il remet dans le circuit par exemple, des personnes qui auraient sinon été laissées un peu de côté. Alors il peut aussi, toujours dans l'idée de relancer la demande, procéder à des investissements publics. Encore une fois, là, ça va être construire des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles, des aéroports, que sais-je. L'idée là, encore une fois, c'est de redonner du travail à des entreprises, si possible, la priorité des entreprises du pays, et donc de réinjecter de l'argent dans ces entreprises qui vont recruter, qui vont reverser des salaires. Ces salaires vont se retrouver sous forme de demande et donc vont stimuler la consommation pour faire repartir donc l'activité économique. C'est toujours un peu la même idée. Et puis peut aussi l'État, on l'avait vu ça dans le chapitre 3, je crois, l'intervention de l'État, sur un certain nombre de secteurs prioritaires, donc il estime stratégiques, la recherche, Internet, la santé, l'écologie, que sais-je. Donc si l'État estime que des secteurs sont stratégiques pour l'avenir du pays, il peut injecter de l'argent pour la recherche, pour aider des nouvelles entreprises, des start-up. Et puis il espère que ces entreprises qui aujourd'hui sont encore à l'état de gestation, de nouvelles entreprises, deviendront dans quelques années des leaders donc dans le secteur, et finalement toute l'activité économique autour de ces entreprises profitera à l'ensemble de l'économie. Donc voilà des idées, par exemple, de dépenses que l'État sur lesquelles l'État peut jouer dans le cadre de sa politique budgétaire. Alors, il peut aussi jouer sur ses recettes.
Alors par exemple, il peut décider d'augmenter les impôts. Donc là, ça va être le contraire. Hein. En augmentant les impôts, donc il va baisser donc le revenu disponible des ménages. Donc la demande va certainement baisser, ce qui est a priori pas bon pour l'économie. Alors qu'est-ce qu'il va faire de cette augmentation d'impôts? Alors s'il réduit les déficits, alors on va dire ça c'est une politique vertueuse, ce qu'on appelle la politique d'austérité, mais évidemment ça ne relance en rien l'économie, mais il peut aussi, d'un autre côté, financer des dépenses d'investissement, dont on a déjà parlé, hein, des écoles, des routes, des hôpitaux, etc. Donc voilà une autre idée possible, cette fois-ci en jouant sur le levier des recettes. Alors il peut au contraire décider de réduire les impôts, donc cette fois-ci c'est encore une fois d'augmenter le revenu disponible des ménages, ou d'augmenter les marges des entreprises, hein, s'il réduit l'impôt par exemple sur les bénéfices des entreprises. L'idée c'est que donc il y aura plus d'argent dans le circuit, donc plus de demandes, et ça va relancer l'économie. Il peut mettre aussi, par exemple, on en avait parlé également, mettre en place des taxes qui vont inciter les entreprises ou les particuliers. Alors, ça peut être des taxes, ça peut être aussi des bonus, hein, des primes, pour modifier les comportements. Hein, par exemple, le bonus pour si vous achetez une voiture écologique, ou une taxe si vous avez une voiture non écologique, des taxes pour les pollueurs, etc. Donc tout ça, ce sont des outils que l'État peut utiliser. Hein, ça va lui permettre en fait, un peu comme le pilote d'un avion, d'essayer de surfer sur la vague quand l'activité économique est faible, de la relancer un petit peu. Si au contraire ça s'emballe, de freiner un petit peu de façon à ce qu'il n'y ait pas d'explosion, de bien rester en contrôle, une espèce de stabilisateur économique d'avion que l'État peut utiliser donc dans le cadre de sa politique économique. Alors un exemple, c'était le plan de relance de Nicolas Sarkozy en 2008. Donc je vous laisse lire ce texte de La Tribune du 4 décembre 2008. Hein. Donc je finis, le coût de ce plan est évalué à 26 milliards sur 2 ans. Et donc il va creuser évidemment le déficit, donc il va atteindre 4 points de PIB, creuser la dette publique. Mais, répond le chef de l'État, nous n'avons pas le choix, ne rien faire coûterait beaucoup plus cher. Donc, 3 questions. En quoi consiste donc une politique de relance par la demande? On en a parlé. Comment pouvez-vous expliquer la dernière phrase du texte, hein? Nous n'avons pas le choix, ne rien faire nous coûterait plus cher. Et en quoi une politique de relance peut-elle se justifier? Alors, l'économiste qui a formalisé, inventé, conceptualisé cette relance par la demande, par la politique de relance par la demande, s'appelle Keynes. Donc, vous en entendrez parler, parce que je crois que c'est Marie-Jean qui nous prépare un exposé sur John Maynard Keynes, économiste britannique, comme vous pouvez le voir sur cette photo, qui a donc conceptualisé tout ce process de relance de l'économie par la demande. Donc, lui, son idée, c'est que quand ça va mal, quand l'économie est en récession, il n'y a pas le choix, si on ne fait rien, les choses ne peuvent que s'aggraver, et donc c'est à l'État d'intervenir pour venir justement régler ce problème. Alors, Keynes, donc Keynes, il a une théorie, il a une logique qui est évidemment loin d'être stupide, hein, qu'il a donc développé, écrite, expliqué et même contribué à la mise en application. Alors, quelle est la logique de Keynes, la logique keynésienne, comme on dit? Son point de départ, c'est que la demande effective, c'est-à-dire que la demande que réellement les consommateurs, les ménages peuvent faire auprès des entreprises, est trop faible. Et c'est la source, pour lui, la source unique et principale du problème. Il n'y a pas de demande. Donc les gens n'achètent pas, alors peu importe les raisons, hein, les gens n'achètent pas, donc on va dire l'argent ne circule pas dans le système.
les investisseurs n'investissent pas, puisqu'ils n'anticipent pas une hausse de la demande. Donc on reste sous une espèce d'équilibre qui n'est pas optimal, enfin une espèce de sous-équilibre, d'accord? Et ce sous-équilibre, évidemment, il va créer du chômage, d'accord? Donc, à partir de ce diagnostic, Keynes se dit, bon, bah, si la demande est trop faible, il faut la relancer. Et qui peut relancer la demande? Eh bien, il n'y a que l'État. D'accord? Donc l'État doit mettre en place une politique pour stimuler la demande. Absolument. Son objectif, c'est ça. C'est faire que la demande, la variable macroéconomique de la demande, reparte à la hausse. Donc que la consommation des ménages reparte à la hausse. Et comment faire? Eh bien, il faut leur donner du pouvoir d'achat. D'accord? Ça, c'est l'idée centrale de Keynes, que les ménages puissent recommencer à acheter. Alors, plusieurs méthodes pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. On peut baisser les impôts, voilà, ça c'est une manière. On peut augmenter les aides, par exemple, distribuer des aides. Alors, dans la politique keynésienne, évidemment, on fera attention à qui on distribue des aides. On distribuera des aides, évidemment, aux gens dont on est certain qu'ils vont consommer, donc plutôt les catégories les moins aisées. On peut aussi, par exemple, augmenter les salaires minimums. Toutes ces mesures étant destinées donc à redonner du pouvoir d'achat, et principalement en général auprès des personnes, des ménages les moins aisés. Mais c'est pas tout. Pour que les investisseurs se remettent à investir, puisqu'ils vont voir que la demande est en train de repartir, et donc s'ils hésitent, il faut les aider. Et comment on va les aider? On va baisser les taux d'intérêt. D'accord? Du coup, les investisseurs seront plus enclins à investir dans l'outil de production que sur les marchés financiers. Et donc, ça va les inciter, ils vont être pris en tenaille entre d'un côté une augmentation de la demande, d'autre côté des investissements qui coûtent de moins en moins cher parce que les taux d'intérêt baissent, et donc ça va les inciter à investir davantage, ce qui va, vous voyez ce que je veux dire, ce qui va faire un pont avec le précédent, parce que investir davantage, ça veut dire construire davantage, ça veut dire plus d'embauches, plus de salaires, etc. Et puis, enfin, pour aider tout ça, il va mettre en place une politique d'investissement public, ce qu'on appelle les grands travaux. Donc on va construire des routes, des ponts, des aéroports, des hôpitaux, des prisons, des écoles, des palais de justice, bref, tout ce qui est indispensable, je dirais, au bien collectif, ce qui va être utilisé par la société, être utile pour la société. Et ça va avoir deux avantages. C'est d'un côté, évidemment, la société va profiter de ça, mais de l'autre côté, ça va redonner du travail aux entreprises qui vont réaliser ces grands travaux, et du coup, ils vont se mettre à embaucher, ces embauches vont redonner du pouvoir d'achat, ce pouvoir d'achat va également contribuer, lui, à réaugmenter les recettes de l'État via les taxes, les taxes sur les salaires, les taxes sur la consommation, pour les entreprises, les taxes sur les bénéfices. Donc tout ça, ces trois grands pôles, vous voyez, de la politique keynésienne, vont relancer l'économie. Et donc ça va augmenter la production, ça va créer des emplois, d'accord, et ça va faire baisser le chômage. Donc voilà la logique keynésienne, je dirais un peu expliquée, démontée pour vous. Alors, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est un petit film, toujours de la même série Explique-moi l'écho, sur justement la politique budgétaire de l'État. Et je vous retrouve tout de suite après, donc à tout de suite. Austérité ou relance, comment choisir? Pour diminuer le poids de sa dette par rapport à son PIB, un État peut mener soit une politique d'austérité, soit une politique de relance, en faisant varier ses dépenses et ses impôts. Ce choix est influencé par la valeur d'un indicateur, appelé multiplicateur. Pour certains économistes comme Keynes, ce multiplicateur est forcément supérieur à 1. L'État devrait donc mener une politique de relance,
c'est-à-dire augmenter ses dépenses pour augmenter son PIB. Par exemple, un État paie une entreprise 100 000 € pour construire une école. Il creuse donc sa dette de 100 000 €. Sur les revenus versés par l'entreprise à ses salariés ou ses fournisseurs, 20% seront épargnés et 80% seront consommés pour acheter des biens ou des services, soit 80 000 € de dépenses supplémentaires. Sur ces 80 000 € dépensés, 20% seront épargnés et 80% seront dépensés, soit 64 000 € de dépenses supplémentaires dans l'économie. Ce processus d'épargne et de dépenses va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de revenus à épargner ou à dépenser. Si on fait la somme de tous les montants dépensés dans l'économie, on arrive à un total de 500 000 € pour une augmentation des dépenses publiques initiales de 100 000 €. L'augmentation des dépenses publiques, et donc de la dette, a entraîné une augmentation des dépenses privées et a conduit à une augmentation encore plus forte du PIB de l'État. Sa dette a augmenté moins vite que son revenu. Pour d'autres économistes, le multiplicateur est inférieur à 1. En effet, selon eux, lorsqu'un État augmente ses dépenses, les ménages subissent ou redoutent l'augmentation des impôts. Ils vont donc préférer épargner leur supplément de revenus plutôt que le dépenser. Cet argent ne sera pas réinjecté dans l'économie, et l'augmentation des dépenses publiques conduira à une baisse ou à une augmentation moins forte des dépenses privées. La dette de l'État augmentera alors plus vite que son revenu. L'État devrait donc suivre une politique d'austérité, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques et ou augmenter les impôts. Les économistes ont toujours débattu de la manière de calculer les multiplicateurs. Aujourd'hui, de nombreux économistes, dont ceux du FMI, pensent que les multiplicateurs seraient supérieurs à 1. Les États devraient donc se tourner vers une politique de relance. Cependant, cette politique paraît risquée pour de nombreux pays, car si le multiplicateur n'est en réalité pas supérieur à 1, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie et sur la dette. Eh bien voilà, cette petite vidéo très intéressante, donc sur la politique budgétaire reposant sur l'emprunt ou pas. Vous avez vu qu'il y a donc deux théories économiques qui s'affrontent, celle qui dit que l'État doit investir massivement pour relancer la demande, et une au contraire qui dit que l'État doit réduire ses dépenses. Donc vous voyez que ce sont deux politiques économiques totalement en contradiction, et donc les débats entre les économistes, vous imaginez, sont nombreux pour savoir quelle est la meilleure solution. La démonstration que fait Keynes n'en est pas moins, à mes yeux, extrêmement intéressante et même brillante si on repense à l'époque où il l'a fait. Il l'a fait donc après la crise de 29, où il a été quand même assez patent que si on laissait faire les marchés sans aucun contrôle, on pouvait aller à la catastrophe, et donc c'est bien ce qui s'est passé en 1929. Et Keynes a montré que si l'État, à ce moment-là, n'intervenait pas, la remise en ordre des marchés serait longue, douloureuse, et peut-être même pas assurée. Donc il fallait bien quand même faire quelque chose pour sortir de cette crise. Et l'apport fondamental, un des apports fondamentaux de Keynes a été de s'intéresser à la demande, alors qu'avant les économistes s'intéressaient à l'offre. Lui, il a mis en avant le rôle central de la demande effective. Donc il a fait cette démonstration brillante, c'est considéré comme l'un des économistes les plus fameux du siècle. Et donc quand on entend ça, on se dit que c'est formidable, qu'on a trouvé finalement la solution donc pour sortir des crises économiques. Alors évidemment la question qu'on se pose maintenant, que vous devez vous poser, si c'est formidable, pourquoi est-ce qu'on le fait pas Donc la réponse c'est que ça marche pas à tous les coups, et ça marche pas forcément si bien qu'on l'avait imaginé. On va essayer ensemble maintenant de comprendre pourquoi. Alors, quelles sont les limites de cette politique keynésienne, donc qui repose sur l'emprunt pour stimuler la demande?
Alors, il est tout à fait possible que les effets positifs donc que l'on attend, que vous avez bien compris, hein, donc augmentation de la demande qui va donc booster l'économie, ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Alors un des premiers écueils, c'est la propension des ménages à épargner. Il faut comprendre que l'économie, et c'est un peu comme un jeu à somme non nulle, c'est que chaque acteur économique essaye de prendre les décisions qui lui sont le plus favorables en fonction de son contexte. Les ménages à qui on donne un supplément donc de revenus, de pouvoir d'achat, dans l'espoir donc qu'ils vont consommer, il est possible qu'ils consomment pas tant que ça. Il est possible qu'ils anticipent en se disant bon, si l'État s'endette, l'État va avoir des problèmes, l'État va augmenter ses impôts très rapidement, et donc il serait peut-être pas inintéressant d'épargner un peu en prévision de ces futures hausses d'impôts. Donc là, il y a un effet, on va dire, d'anticipation des ménages. Ils peuvent dire, bon, bah finalement, on va quand même être prudent sur la consommation, vu ce qui nous attend en termes d'impôts. Le deuxième écueil, et ça c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'on est dans une économie extrêmement mondialisée, c'est que les ménages consomment plus, mais qui consomment pas ce qu'on avait imaginé qu'ils consomment, c'est-à-dire des produits de notre économie, de l'économie nationale, qui se mettent à consommer davantage de produits importés. Auquel cas, le déficit créé par un État boosterait la demande de produits qui seraient fabriqués par d'autres États. Donc finalement, c'est comme si on finançait l'économie des pays exportateurs. Et donc ça a été l'écueil notamment on a rencontré avec les consommations de produits importés chinois, allemands, américains, que sais-je. Donc là, il y a un problème qui se pose, c'est que si on crée un choc de demande en essayant de relancer la demande, bah évidemment, il faut absolument que les gens consomment des produits locaux. Et dans une économie mondialisée, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un ministre de l'économie donc qui avait fait son cheval de bataille, justement, parce que lui, il était favorable à la relance par la demande, en disant en français, il faut absolument consommer français. Sinon, on a un grave écueil dans cette politique de la relance par la demande. Enfin, le dernier écueil, c'est que en augmentant la demande, si l'offre ne suit pas assez rapidement, on va se retrouver sur ce qu'on avait étudié donc dans le premier chapitre de l'année, c'est-à-dire que l'augmentation de la demande, si l'offre ne bouge pas, va se traduire mécaniquement par une hausse des prix. C'est-à-dire qu'en fait, va y avoir de l'inflation, les quantités échangées vont pas être forcément supérieures, mais elles vont se passer à un niveau de prix supérieur. Donc en fait, on n'aura rien gagné en termes de relance de l'économie, on aura simplement gagné en termes d'inflation, c'est-à-dire qu'en fait, on n'aura rien gagné du tout. Donc voilà 3 écueils principaux qui peuvent faire échouer donc cette politique de relance de la demande. Si ces écueils se produisent, c'est-à-dire que si la politique de relance par la demande échoue, à ce moment-là, l'État va se trouver dans une situation très compliquée, puisqu'en fait, je vous rappelle que son idée, c'était de s'endetter pour relancer la demande, avec bien sûr l'espoir de récupérer tout ça sous forme d'impôts, sous forme de taxes, pour ensuite rembourser sa dette. Si ça fonctionne pas, il va se retrouver dans une situation finalement, au bout du compte, pire que celle du départ, c'est-à-dire que sa dette, loin de se résorber, va simplement continuer à augmenter, puisque finalement il n'y aura pas eu les bénéfices attendus par la politique de relance par la demande. Donc on a vu, par exemple, parce que là il n'y a pas eu les effets positifs escomptés, mais des fois il y a eu les effets positifs escomptés, l'État effectivement a réussi à augmenter ses recettes, mais n'en a pas profité pour rembourser sa dette, il a agi de manière un peu inconséquente,
où finalement, même il essaye de rembourser sa dette, les taux d'intérêt de la dette augmentent plus vite que la croissance de l'économie, et auquel cas, in fine, la dette continue à augmenter. Et donc, si un de ces scénarios, ou ces trois scénarios surviennent, eh bien l'État va se trouver dans une situation problématique, donc où sa dette va continuer à augmenter constamment, et au bout d'un certain temps, il va falloir emprunter pour rembourser ses dettes. C'est ce qui se passe dans le cas donc d'entreprises ou de ménages mal gérés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, on vit à crédit et il faut emprunter pour rembourser ses dettes. Alors, il y a encore un autre effet possible de la politique de relance par la demande, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Alors, l'effet d'éviction, pour vous l'expliquer assez simplement, c'est que si l'État veut relancer la demande, il va avoir besoin d'argent, et donc il va s'endetter. Et donc en s'endettant, il va aller sur les marchés financiers, donc chercher donc des fonds. Et donc cette poussée de la demande sur les marchés financiers va faire grimper le prix, et je vous rappelle, on l'a vu précédemment, que le prix de l'argent sur les marchés financiers, c'est le taux d'intérêt. Et dans la politique keynésienne, on baisse le taux d'intérêt normalement. Donc là, il y a une espèce de quadrature du cercle. Si l'État s'endette, en fait, non, les taux d'intérêt vont monter. Et à ce moment-là, si les taux d'intérêt montent, eh bien, les agents économiques qui pourraient investir ont moins intérêt finalement à investir dans les entreprises, puisque finalement, placer son argent dans un emprunt d'État va devenir plus intéressant et a priori sûr, puisqu'on considère donc que les emprunts d'État sont des emprunts sûrs, sans risque. Et donc finalement, les entreprises, au lieu d'investir dans les investissements productifs, risquent finalement de préférer des investissements moins risqués en souscrivant à des emprunts d'État. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Vous avez un petit exercice là, exercice 4, qui vous permet de bien comprendre ça. Donc avec exactement le cas, une entreprise qui finalement, c'est un cas très théorique, mais enfin c'est comme ça, donc ils ont le choix, ils peuvent investir dans des nouveaux camions, c'est l'entreprise de transport, et puis donc ils imaginent un bénéfice prévisionnel de cet investissement. D'accord, mais elle peut aussi finalement ne pas investir dans ces camions, ne pas investir dans son outil de production, préférer un investissement purement financier sur le marché, donc des obligations, par exemple des obligations d'État. Et puis donc, maintenant que l'État a décidé de financer sa dette sur les marchés, eh bien les taux d'intérêt montent, et le taux d'intérêt passe à 9%. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le bénéfice prévisible donc de l'investissement va passer à 500 000 euros. Donc, il faut essayer de comprendre quelles sont les conséquences donc d'une augmentation de l'endettement de l'État sur les marchés financiers par rapport aux entreprises pour mettre en avant donc cet effet d'éviction. Voilà, ça sera le dernier exercice donc de ce chapitre 4. Donc je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite au chapitre 5 sur la monnaie. En attendant, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.